à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle télémission. On espère que vous allez bien et que vous êtes ready pour cette toute première édition. Ce mois-ci, nous aborderons des sujets d'actualité vus sous le prisme de la thématique de l'information. Car en effet, quoi de mieux que de parler de sa diffusion pour cette première émission de notre nouvelle saison. C'est parti. TS. Pour commencer, nos super reporters ont analysé la place des chercheurs dans les médias. Ils discuteront notamment le rapport entre le chercheur et le plateau télé, la relation entre le chercheur et le journaliste, mais aussi la relation entre le chercheur et les invités et téléspectateurs. Ça promet d'être très intéressant. On vous laisse découvrir ça tout de suite. En s'emparant de l'actualité avec une hégémonie lassante et pourtant inéluctable, la pandémie confronte les journalistes, mais aussi les chercheurs, à des conditions inusitées. Voici les mots qui ouvraient le dernier numéro des Cahiers du journalisme paru cet été. Ils interrogent les relations qu'entretiennent le monde de la recherche et celui de l'information dans le contexte de crise sanitaire mondiale. Si chercheurs et journalistes ont coutume de travailler, la pandémie a révélé plus que jamais le caractère d'interdépendance de ces deux professions. Mais dis-moi Julie, comment le dispositif médiatique influence-t-il la perception des chercheurs auprès de leurs pairs et des téléspectateurs ? Excellente question Carla. Pour y répondre, il faut prendre en compte 3 aspects. Le plateau, le journaliste et les invités représentés à la télévision. Alors que la parole du chercheur, entendue comme un discours de vérité, est plus que nécessaire aujourd'hui pour faire rempart aux fake news, ou un Fox en bon français, Coup dur pour l'académie. elle rentre difficilement dans le cadre imposé par le petit écran. Une émission de télévision se doit d'être attractive, mettant en scène un discours rapide et clair, à l'opposé d'un discours scientifique classique. La temporalité des médias suit aussi l'immédiateté de l'actualité et l'explosivité des réseaux sociaux, tandis que celle du chercheur suit celle, plus longue, de la prise de recul sur les événements. Sous le feu des projecteurs, le chercheur doit donc devenir un militant. Le désastre est souvent imminent, comme lors de l'émission L'heure des pros sur CNews du 6 mai 2019, où la militante écologiste Claire Nouvian se retrouve humiliée et affiche à l'écran l'impuissance de la parole scientifique dans les débats télévisés. La pandémie a amplifié ces phénomènes de politisation du chercheur par les médias, en même temps que le pouvoir puisait sa crédibilité dans la science. Par ailleurs, lorsque le scientifique ne joue pas de rôle politique sur la scène médiatique, il endosse celui de l'entertainer, plus amusant, mais plus décrédibilisant. Il est le médecin de famille qui répond avec bienveillance aux questions des téléspectateurs. Si ces interventions sont apaisées et apaisantes, elles n'en sont pas neutres pour autant et se limitent au champ du divertissement. La parole scientifique ne semble donc pas faire autorité à la télévision, elle devient souvent anecdotique, adaptable aux exigences de format des réseaux sociaux. L'injonction au rire dans les médias remplace alors les facts par les fun facts. Qu'elle consiste en une simple interview ou en un débat aux échanges parfois virulents, l'émission de télévision impose une relation bien différente entre le journaliste et le scientifique. Quelle est et que doit être la place de la science dans les médias ? Pierre Bourdieu disait déjà en 1995 chez Le Monde diplomatique « Le journaliste impose la problématique au nom du respect de règles formelles et au nom du public. Il distribue la parole et les signes d'importance, il crée l'urgence et s'en sert pour imposer la censure, coupe la parole, ne laisse pas parler. » Les journalistes ne sont ni nécessairement des spécialistes des sujets qu'ils évoquent, ni des personnalités objectives et impartiales. Cela se remarque particulièrement sur les chaînes d'information en continu, où les conditions de production n'accordent pas assez de temps à une préparation étoffée et nuancée. Cette course à l'information est notamment causée par la concurrence directe entre les chaînes ou par les objectifs politiques de la direction. Quelle est alors la posture à adopter sur les émissions de débat lorsque les intervenants sont issus de milieux différents ? Alors que leur expertise varie parfois fortement sur un même sujet, le journaliste devenu médiateur doit-il les mettre sur le même pied d'égalité ? Lorsque les chercheurs sont invités dans les médias, ils peuvent être confrontés à diverses personnalités, éditorialistes, journalistes, experts ou encore membres de la société civile. Tant de contradicteurs potentiels ayant parfois des opinions divergentes et privilégiant à divers degrés l'échange et le débat avec le spécialiste et entre eux.
Citons par exemple Éric Zemmour sur CNews ou Christophe Barbier sur BFM TV. Il doit aussi faire usage de la vulgarisation scientifique pour rendre son contenu compréhensible. Le format de la télévision lui impose de nombreuses contraintes. Temps de parole limité, interdiction à l'erreur lors d'un direct, intervention des autres invités, dont la vision politique n'est pas forcément la sienne. Le chercheur, soumis à cet ensemble de contraintes, doit concilier toutes les exigences de façon à exposer sa thèse et à faire comprendre son propos, malgré ses contradicteurs. D'ailleurs, on retrouve souvent les mêmes chercheurs sur les plateaux, un biais qui aggrave les discriminations de genre. Pour en savoir plus sur cette question de représentation, rendez-vous sans attendre sur le nouveau format de Télé-Sorbonne, le podcast Top Chrono. Finalement, si la crise sanitaire a replacé les chercheurs sous le feu des plateaux télévisés, elle a également révélé les difficultés auxquelles sont soumis ces derniers lors d'une prise de parole publique. Que ce soit en les habillant d'un costume de militants ou en les enjoignant à jouer un rôle pour réaliser l'audience la plus large possible, ces contraintes éloignent toujours plus les chercheurs de leur but premier, transmettre une parole scientifique. Une autre de nos équipes s'est occupée, à travers l'affaire Samuel Paty, de retranscrire comment est réceptionnée l'information lorsqu'elle est confrontée à l'idéologie personnelle. Elle a réussi à interviewer un étudiant anglais qui nous donnera son point de vue, un point de vue extérieur et international. Samuel Paty aimait passionnément enseigner. On peut voir sur ces images de l'hommage national à Samuel Paty, le président Emmanuel Macron s'exprimer sur la liberté d'expression après le terrible assassinat qui a remué la France entière. Il explique que l'État est garant de la liberté d'expression, l'un des piliers des principes républicains en France. Avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. Son engagement à défendre le droit de publier des caricatures a été massivement approuvé en France. Cependant, il a déclenché un flot de critiques dans de nombreux pays à majorité musulmane, ainsi que des appels à boycotter les produits français et à manifester. Des dizaines de milliers de personnes ont ainsi manifesté, notamment au Bangladesh, au Pakistan et dans une moindre mesure au Moyen-Orient, au Maghreb et au Mali. Samuel Paty est devenu vendredi le visage de la République, de notre détermination à comprendre, à apprendre, à continuer d'enseigner, à être libre. I think the UK acknowledges that there should be freedom of speech, but it also accepts the fact that some opinions that people have are quite frankly stupid. And that's the beautiful thing about freedom of speech, because it creates a form, it creates an environment where stupid ideas are eventually shown to be stupid and hurtful opinions are shown to be hurtful. So it sort of weeds out the negatives, the stupid ideas, the hurtful ideas, and exposes them for what they really are, which is an abuse of freedom of speech. Well, so it depends on which form of media there is, but there's generally a set of guidelines which both broadcast and print journalism follows. It's called the IPSO Code, or the Editor's Code of Conduct. And in that code, there's a section called Harm and Offence, and it more or less says that you shouldn't publish content which is harmful or offensive to other people, which sort of explains why those images weren't broadcasted or printed, because even though they fall within the guidelines of freedom of speech, they don't fall within the guidelines of the Editor's Code of Practice, the IPSO Code, which does prohibit publishing harmful and offensive content. Emmanuel Macron a reçu le soutien des autres dirigeants de l'Union européenne qui ont appelé jeudi au dialogue entre les communautés et les religions.
Mais notons que dans le même temps, si le Premier ministre canadien Justin Trudeau a défendu la liberté d'expression, il précise tout de même qu'elle n'est pas sans limite et ne devrait pas blesser de façon arbitraire et inutile certaines communautés. Bienvenue dans notre merveilleuse école de journalisme. Si vous pouvez voir Pascal Pro sur CNews aujourd'hui, c'est parce qu'il a été forgé ici même, dans notre école. J'ai choisi cette école parce qu'ici, je suis sûr de devenir un bon Pascal, un journaliste, un très bon journaliste. Le rendez-vous des pros. Et enfin, pour terminer cette télémission du mois de novembre, nous discuterons de l'état actuel du droit à l'avortement dans le monde, du rôle de la presse dans l'aboutissement de la loi Veil de 1975, mais également du métier de journaliste par opposition à d'autres métiers d'écriture, tels que celui de scénariste ou d'écrivaine, à travers les interviews d'Adeline Lafitte et Anna Gold, scénaristes et journalistes, et toutes deux spécialistes de la lutte pour le droit à l'avortement des années 70. Le manifeste des 343, rédigé par Simone de Beauvoir, a été l'élément déclencheur de la loi Veil de 1975. Publié dans les pages du Nouvel Obs, 343 femmes déclarent publiquement avoir avorté alors que c'était illégal. Elles sont 300 000 chaque année. Ce sont celles que nous côtoyons chaque jour et dont nous ignorons la plupart du temps la détresse et le drame. Adeline Lafitte, écrivaine engagée, révèle l'histoire méconnue de son élaboration dans son dernier livre Manifeste des 343, l'histoire d'un combat, ainsi que dans un film en cours de réalisation, Je suis l'une d'elles. Accompagnées par le témoignage d'Anna Gold, les deux autrices ont accepté de nous rencontrer afin de nous parler de leur métier et de leurs travaux féministes. Au départ, c'est un coup médiatique, c'est-à-dire que l'initiative vient des journalistes du Nouvel Observateur. Et évidemment, les militantes, elles savent que la médiatisation, c'est un facteur important. La visibilité est essentielle. Les médias sont essentiels. Il faut que régulièrement, on parle des femmes. Moi, je crois que ça, c'est super important. Il faut la médiatisation et toujours la médiatisation. Ça permet de faire parler d'un sujet qui était complètement tabou, qui était l'avortement. Des tabous et illégal. Parler d'avortement, c'était faire la propagande de l'avortement, c'était passible de prison et d'amende. Et donc, elles comprennent là qu'elles peuvent parler au grand public pour essayer de faire changer les mentalités, dire qu'il y a des femmes qui meurent parce qu'elles sont réduites à chercher des avortements clandestins. Ce sont deux métiers qui sont assez proches. Le journaliste, il a tendance à parler au cerveau, à raconter un sujet en choisissant un angle, alors que le scénariste, il parle plutôt aux tripes et aux émotions. Il va choisir d'incarner ce sujet-là dans un personnage. C'est sa façon à lui de vivre les choses qui est intéressante, avec ses émotions. Ça veut dire aussi que l'écriture n'est pas tout à fait la même. Le scénariste, lui, il va plutôt s'amuser à distiller les informations, alors que le journaliste, lui, doit donner très vite son message. Moi, ma page préférée, c'est celle-ci. C'est une scène d'avortement. Et ce qui se passait à l'époque, c'était vraiment sordide. Ça se passe dans les cuisines des faiseuses d'anges. Et c'était assez poignant. Et il y a une autre page que j'aime beaucoup. Une AG du MLF reconstituée. Notre personnage, qui est donc journaliste au Nouvel Observateur, elle veut faire bouger les lignes. Mais toute seule, elle n'y arrive pas. Et donc, elle va chercher les filles du MLF qui ne sont pas toutes d'accord entre elles par rapport à ces histoires d'avortement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la force du collectif qui va permettre la victoire. Il faut absolument s'unir pour pouvoir faire avancer les choses. Et ça, je trouve ça extrêmement fort. La société française a beaucoup changé par rapport à cette question-là. Néanmoins, les centres d'IVG ferment les uns après les autres. Les médecins qui sont d'accord pour pratiquer les avortements sont de moins en moins nombreux. Je veux dire, on ne peut pas être pris en otage comme ça, c'est pas possible. Le passé des Françaises, c'est le présent des Polonaises, quoi. Donc, les femmes sont pas sorties d'affaires. Et imaginer qu'on ne puisse même pas décider de quand on a envie d'avoir un enfant, tout ça, c'est ne plus choisir sa vie si on ne peut pas choisir quand on devient mère. En France, l'avortement a été légalisé par la loi Veil de 1975. Cependant, ce droit est loin d'être acquis en Europe comme dans le monde. En effet,
Encore aujourd'hui, 42% des femmes vivent dans un pays qui restreint ou condamne l'avortement et toutes les 9 minutes, une femme meurt suite à un avortement clandestin. En Irlande du Nord, Pologne, Italie ou Belgique, l'accès à l'avortement est toujours très inégal et de nombreuses mesures restrictives persistent. Aux États-Unis, 27 États imposent des restrictions de plus en plus sévères, notamment au sud où l'IVG reste au cœur des débats politiques, surtout depuis la mort de Ruth Bader Ginsburg. L'avortement est illégal dans presque tous les pays d'Amérique du Sud, et au Salvador, au Honduras et au Suriname, il est passible d'une peine de prison de 8 à 20 ans. En Afrique, Asie et au Moyen-Orient, l'avortement reste tabou et compliqué, notamment à cause des conditions sanitaires qui entraînent la mort de beaucoup de femmes. Combien d'avortements de filles en Chine pendant la période de l'enfant unique? Là, c'était permis. Même dans les pays où il est autorisé, l'avortement est sans cesse remis en cause. Il faut que l'avortement cesse d'être une négociation politique. Il faut que l'avortement cesse d'être un asservissement des femmes. Virginia Woolf, que j'aime particulièrement, disait « Aucun de nous est complet en lui seul. Alors il faut agir ensemble. » Et maintenant, avec tout ce qui a déjà été réalisé, chapeau les femmes. Nous vous remercions pour votre visionnage. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour nous rajouter des informations que peut-être nous n'aurions pas dites et aussi pour nous dire si vous avez bien aimé notre toute nouvelle émission. Bye!